sur la planète sur LCI. Le titre de cette émission est fait pour vous, Thierry Suzan. Bonjour. Vous êtes donc photographe, globe-trotter et vous nous donnez à voir à travers votre objectif des contrées lointaines, l'Arctique, l'Antarctique, on le voit, c'est votre livre, Vertige polaire. Un mot pour dire quand même que c'est carton plein en ce moment, numéro 1 des ventes sur Amazon. Il a battu des records de ventes, devant même le livre La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. On va commencer par une photo, c'est un peu obligé, c'est une photo qui nous a tous touchés, on dirait un tableau. Regardez là, ça se passe dans la baie de Disko, au large du Groenland. On est bien petit face à la nature à ce moment-là. C'est ce que j'essaie de rendre justement sur cette photo, c'est-à-dire qu'on prend vraiment conscience de la petitesse de l'humain face à l'immensité. Là, on est dans une partie du monde, l'endroit de la baie de Disko, donc là où il y a les plus grands icebergs d'hémisphère nord, c'est fabuleux. Mais c'est vrai que on a l'impression que tout est figé dans cette photo, alors que tout est à la dérive, tout est en mouvement. Ouais. Parce que trop souvent, les mondes polaires sont représentés, si vous voulez, on représente les mondes polaires comme un monde figé, un monde immuable, un monde monochrome, alors qu'en fait, moi, j'ai pu le constater, j'ai vraiment été confronté à vraiment un monde vivant, à des paysages fabuleux, et surtout à des populations qui aiment vivre dans ces contrées. Les populations, on va en parler dans un instant. Pour revenir sur la photo, il y a cette lumière irréel, c'est-à-dire que pour nous la photo est magnifique, pour vous c'était un moment réel, vous êtes face à ça, et cette lumière, faut dire quand même qu'il est minuit au moment où vous prenez la photo. Tout à fait, oui, il est minuit. Pourquoi ? C'est cette espèce de... dans l'Arctique, comme ça, il y a ce qu'on appelle le soleil de minuit, il y a ces... oui, il y a le soleil de minuit, bien entendu, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a du mal, c'est pour ça qu'on a du mal à se représenter, on se rend compte des choses lorsqu'on est sur le terrain, parce qu'on n'a pas de référence, si vous voulez, par rapport à ces lumières. Ouais. Ce sont des lumières tellement fabuleuses, des lumières rasantes, et l'Antarctique, c'est encore plus incroyable, parce qu'on ne sait jamais si c'est le jour, si c'est la nuit. On est vraiment confronté à quelque chose de nouveau, et c'est ça qui surprend, et c'est ça qui finalement nous capture. Des paysages, mais pas seulement, des hommes, pour certains, des survivants, les Inuits du Groenland, des cités abandonnées. On voit dans votre livre la cité minière de Klissat, où vous rencontrez un homme, Jørgen Nathanielsen. Racontez-nous cette rencontre. Écoutez, moi j'ai donc débarqué, parce qu'on débarque souvent, les mondes polaires sont souvent liés aux océans, donc on y accède souvent par bateau, et donc je suis allé dans cette cité minière qui a été abandonnée, qui était en son temps le village le plus riche du Groenland. Et donc il a été abandonné, tous les habitants ont été évacués en 1972, je crois, subitement, parce que c'était l'avènement du pétrole, donc le charbon, ça marchait plus. Et donc, moi, quand j'ai débarqué dans ce village, j'ai rencontré cet homme qui était à l'époque mineur, quand il a dû quitter le village lorsqu'il avait 18 ans. Et aujourd'hui, il y retourne. Il avait fait la promesse à l'époque, je le cite dans mon livre, mais c'est vrai, il avait fait la promesse à l'époque, lorsqu'il a dû quitter ce village, d'y retourner. Il y retourne chaque été dans sa petite maison bleue. Et finalement, il essaye de défendre un petit peu la mémoire du village. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça que j'en parle dans mon livre. Il y a des villages qui sont encore là, celui de Timlat. On va voir les photos de ces villageois dans un instant. Eux résistent ou à quel point ils sont impactés par les changements climatiques justement à ces endroits-là? Écoutez, la question du réchauffement climatique, donc moi déjà en tant que... Je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas compétence à parler des causes du réchauffement climatique. Par contre, je peux... Mais vous avez observé. Oui, par contre, en tant que reporter, je peux parler des conséquences. Donc moi, j'ai cette chance et ce privilège de pouvoir rencontrer ces gens-là. Il faut comprendre une chose, c'est que ce sont des gens qui sont extrêmement fiers de vivre dans ces régions, qui sont extrêmement fiers de leur identité. Et il y a une espèce de distorsion entre la vision occidentale, j'allais dire, de l'environnement que nous, on a ici, et la leur. C'est très étonnant parce qu'en fait, ils ont l'impression de vivre une injustice, dans le sens qu'ils sont confrontés, eux, directement, les scientifiques peuvent l'expliquer bien mieux que moi, parce que ça se réchauffe 2 fois plus vite là-bas, ils sont confrontés directement, on va dire, aux conséquences de ce réchauffement climatique qu'ils n'ont pas provoqué, à nos pollutions, etc. Et à cela se rajoute une espèce de double peine. Ils le vivent comme ça, comme une double injustice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vision les force impose des réglementations sur la chasse, sur leur mode de vie, et donc les transforme. Et là, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est injuste ce qu'ils vivent. Donc, comment vous avez communiqué avec eux là-bas? Écoutez, parfois par geste. Ouais. Vous savez, ce sont encore des gens qui vivent tellement l'environnement qui est en changement continuel, l'environnement qui est, j'allais dire, en mouvement permanent. Ce sont des gens qui
qui vivent avec l'instinct, qui vous sentent d'instinct, si vous voulez, au regard. Mais bon, sinon, dans beaucoup de régions, certains parlent l'anglais. Et bon, voilà, donc on peut toujours communiquer d'une façon ou d'une autre. Vous dites, à ce moment-là du livre, quand on parle de ces villages-là, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des textes, vos récits, vos écrits. Vous dites, cette nature impitoyable, cette glace, ce froid, ça exerce une attraction sur les peuples. Ce sont des paysages qui réveillent la mémoire. Oui, tout à fait. Oui. Et je crois que ça révèle la mémoire, mais ça éveille aussi les consciences, en tout cas les nôtres. Et ça, c'est important. Moi, je crois, parce qu'on est aujourd'hui dans le cadre de la COP 21 qui arrive. On parle beaucoup. Il y a un débat passionné sur les réchauffements climatiques. Et je crois que au-delà de la question du réchauffement climatique, il y a finalement en filigrane la question, pourquoi ça génère tellement de débats, c'est parce qu'au-delà de cette question-là, il y a la question de la survie de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ces débats, finalement, on parle beaucoup de ces gens-là, de ces peuples autochtones, mais on ne les écoute pas beaucoup. Et c'est ça que moi, je voudrais un petit peu le dire ici. Alors, il y a deux mondes, ces deux pôles, le nord, le sud, qui appartiennent aussi aux animaux. Cette fois, on va aller en Antarctique. On va voir ces photos de manchots papous. Là, on est sur les îles Falkland, je crois, c'est les îles Malouines en fait. Les îles Malouines. Et là, on dirait des effets spéciaux. On a ces trois petits pingouins, enfin des manchots du coup. Et comment on peut décrire ça? Ils sont dans la brume, on dirait qu'ils dansent. Il y a une forme d'élégance et de gaucherie comme on connaît pour cet animal-là. Comment vous les avez observés, ces animaux-là? Écoutez, là, ça se passe donc dans les Malouines. Mais en fait, il y a une tempête de sable. Tout simplement, d'accord. C'est tout simplement. C'est tout simplement ça. Mais ça donne un effet incroyable. Oui, mais si vous voulez, ce qui est amusant avec les manchots, c'est qu'ils sont extrêmement maladroits lorsqu'ils sont à terre. Ouais. C'est ce qui les rend d'ailleurs sympathiques. Ouais. Et dans le même temps, lorsqu'ils mettent la tête dans l'eau, croyez-moi, ça devient très adroit. On en voit d'autres, parce que moi, ça a été mes préférés. En Géorgie du Sud, cette fois, la baie de Saint-Andrew, vous avez photographié des bébés manchots. Là, c'est différent parce qu'ils ont encore leur petit duvet marron. Et voilà, ils sont plantés là, les uns contre les autres. C'est des bêtes qui vous ont fait rire aussi un peu ou... Oui, ce qui est surprenant lorsqu'on est confronté à ces environnements-là, c'est qu'on a affaire aux endroits les plus sauvages de la planète. On est vraiment confronté au vivant. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois impressionne, peut faire même peur, mais en même temps est rassurant parce qu'on se dit... Et ce qui est très étonnant, c'est que ces animaux... Moi, je me suis promené comme ça sur des plages de Géorgie du Sud, entre des éléphants de 4 tonnes, des otaries à fourrure, des milliers de manchots, et ils sont absolument insensibles à la présence de l'homme. Ils nous voient, ils n'ont pas peur, et ils ne comprennent pas que nous sommes peut-être leur plus grand danger prédateur. Ouais. Et justement, du coup, vous avez pu les approcher facilement? Ah oui, on les approche tout à fait. Oui, vraiment, c'est même étonnant. On entre dans... Moi, je parle beaucoup de paradis glacés, etc. On parle souvent de paradis blanc, mais croyez-moi, il y a une forme de... Il y a quelque chose de l'ordre du mystique, réellement, dans ces horizons-là. On va voir une photo en particulier de ces manchots, parce qu'elle a fait l'objet aujourd'hui même. Elle va recouvrir la verrière de la gare de Strasbourg. C'est cette photo, regardez, qui a été choisie justement pour promouvoir la COP 21. Elle va être, expliquez-nous, elle va être exposée sur une surface de près de 1000 mètres carrés. Écoutez, donc ça, c'est une photo de la plus grande manchotière de Manchot-Orient en Géorgie du Sud. Ouais. Elle vient d'être montée sur la grande verrière de la gare de Strasbourg dans le cadre de la COP 21. Elle représente 1200 mètres carrés. Mais moi, ce qui me plaît dans cette photo, si vous voulez, c'est je trouve que c'est un magnifique symbole de la COP 21, parce qu'elle s'adresse à un symbole qui s'adresse à tous, qui s'adresse à toutes les générations, et qui est réellement universel. Parce que je crois vraiment profondément que montrer la part de rêve que portent en elle les régions polaires, je pense que c'est une façon, ça peut permettre d'éveiller les consciences, ça peut permettre de les faire progresser, parce que je le dis, je pense que chacun a une conscience écologique et plus ou moins éveillée. Voilà, et je pense que ce sont des photos qui peuvent permettre voilà. Et j'en serais ravi si mon livre et mes photos peuvent, parce que je crois que le rêve est un moteur. Voilà. Et aujourd'hui, faire rêver, c'est une façon d'appréhender l'avenir. C'est une façon qui peut permettre d'appréhender l'avenir tous ensemble et de peut-être trouver des solutions à tous nos problèmes. Alors, les photos, elles font toutes rêver dans votre livre. On va essayer du coup d'en voir un peu quelques-unes. Une baleine de glace. Alors ça, c'est des photos, bien sûr, on a parlé des animaux, on n'a pas parlé de tous ces... Alors ça, c'est une petite baleine qui vous fait coucou. Ouais. Il y en a une autre qui vous a pas fait coucou pour la simple et bonne raison qu'elle est figée dans la glace. On va peut-être la voir dans un instant. Cette photo, elle est incroyable. On a l'impression qu'elle a été sculptée pour votre passage, la petite baleine. Écoutez, moi, je venais de me prendre une vague. Donc, j'étais tout glacé sur le Zodiac au moment où j'ai pris la... Parce que
moi, je n'organise rien en termes de photos, si vous voulez. Je n'organise rien, je ne prévois rien, je capte vraiment les instants. C'est comme ça que je fonctionne quand j'arrive dans des villages, les gens ne m'attendent pas. Moi, j'aime surprendre autant que je peux être surpris moi-même. Vous voyez ? Et donc la photo de la baleine, c'est vrai que je l'ai aperçue au loin et j'ai le temps d'être soulevé par la vague. Et voilà. On n'a pas pu vous la montrer, du coup j'ai le livre ici, du coup on va peut-être essayer de vous la montrer ici, cette fameuse baleine dont on parle. C'est pas une vraie baleine, bien sûr, on l'explique depuis tout à l'heure, c'est une baleine de glace, donc cette toute petite baleine, voilà, on distingue un petit peu la forme là, dans tout ce bleu. À chaque fois, on peut parler de ça aussi, les teintes chromatiques de vos photos, évidemment le bleu domine. Je vais même vous dire, j'ai presque une frustration par rapport à la photographie, dans le sens que la réalité est 1000 fois plus incroyable que ce que moi-même je peux proposer en photo. Ouais. Donc voilà. Mais ce qui est étonnant, lorsque vous montrez cette photo de baleine, ou la photo des icebergs avec la goélette tout à l'heure, ce qui est incroyable dans ces horizons qui sont lointains, ces marges du monde, parce qu'on est vraiment aux frontières de l'imaginaire. Ce qui est étonnant, c'est que c'est en mouvement permanent. Et lorsque vous y retournez, même quelques mois plus tard, quelques années après, le paysage a totalement changé. Il est totalement différent. Donc cette baleine, aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Justement, votre aventure à vous, vous êtes seul à chaque fois dans ces expéditions. On se retrouve face à une solitude un peu salvatrice, ou en tout cas, comment on sent ? Écoutez, on se sent plutôt bien. Mais c'est vrai que là, vous parlez d'expédition. Pour moi, le temps de l'exploration est terminé. Parce qu'on me présente souvent comme un explorateur, un aventurier. Moi, je suis simplement journaliste. Je suis un témoin, je ne suis pas l'acteur du livre, je suis un passeur. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, je crois réellement que l'aventure, je le répète souvent, mais c'est vrai, je crois réellement que l'aventure a changé de forme. C'est-à-dire que l'aventure, aujourd'hui, elle est beaucoup plus personnelle. Aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Et le voyage, il doit permettre justement d'alimenter une certaine réflexion par rapport aux problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur le réchauffement climatique, sur l'écologie, sur tous ces problèmes. C'est un vrai axe de votre livre aussi dans vos écrits, c'est se retrouver, sa conscience personnelle. Voilà, le fait d'être seul face à des grands paysages aussi, forcément que ça vous touche en particulier à ce point-là. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça, on se retrouve rarement avec nous-mêmes. Vous l'avez vécu, donc c'est aussi ça que vous voulez faire transmettre. Moi, j'ai essayé de montrer dans mon livre, si vous voulez, les réalités. J'ai voulu montrer le vivant, j'ai voulu montrer les peuples qui vivent ces régions-là. J'ai voulu vraiment, parce que finalement, ce sont des gens, pour parler des hommes ou même des animaux, finalement, tous ces gens, tout ce vivant, ce sont des peuples qui partagent les mêmes inquiétudes que nous aujourd'hui. Vous comprenez, c'est important. Et je crois vraiment que au vu des enjeux de demain, ce seront vraiment, et là je le cite dans le livre, mais ce seront vraiment des sentinelles ou plutôt des étincelles à suivre dans la nuit. Exactement, la sentinelle blanche, c'est votre conclusion, pour dire que c'est un peu notre veilleuse, notre piqûre de rappel, c'est par là que ça commence, et que c'est ça qu'il faut regarder en premier. Oui, je crois qu'il faut, comme je le disais tout au début, il faut vraiment avoir cette capacité d'écoute aujourd'hui, d'écouter ces gens-là, parce que ce sont les dépositaires des connaissances de la survie polaire. Ça fait des millénaires qu'ils se transmettent la survie. Ils sont habitués à l'adaptabilité, ils sont habitués à vivre dans quelque chose d'imprévisible, ils sont obligés d'être créatifs, d'être inventifs. Ils sont finalement obligés d'avoir un esprit d'observation et au-delà même, lorsqu'on parle de politique, puisque aujourd'hui ils sont impliqués dans ce qu'on appelle la conférence circumpolaire inuit, ils sont obligés d'être pragmatiques et d'être prêt à la négociation, si vous voulez. Un mot sur cette photo, puisque je vois qu'on la montre à l'antenne. Ça c'est incroyable. On dirait qu'il y a un projecteur derrière vous. On dirait que c'est un décor, en fait. Pas du tout. C'est un paysage naturel. C'est quoi, d'ailleurs ? Écoutez, là, c'est un glacier qui vèle des icebergs. Là, il était 4h du matin, je me souviens bien. Et j'étais tout seul sur le pont d'un bateau d'expédition. Et je crois même que j'ai pas dormi de la nuit. Et je crois même que j'en rêve encore quelquefois de cette photo. Une dernière question, on l'a déjà plus ou moins abordée, mais c'est des paysages que vous connaissiez depuis longtemps déjà. À quel âge d'ailleurs vous avez commencé à aller les voir ? Écoutez, moi j'ai vraiment démarré à 18 ans, lorsque ça a été mes premières rencontres, lorsque je suis monté au-delà du cercle arctique, du cercle polaire en Scandinavie. Bon, j'ai été fasciné par ces immensités brutes, sauvages, et voilà, et ça ne m'a jamais lâché. Vous dites que c'est des paysages qui changent tout le temps, mais là, en plusieurs années, est-ce que vous avez vu concrètement l'impact du changement, du réchauffement climatique ? Écoutez, moi, comme je ne fais pas d'hivernage, etc., comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le paysage en permanence. Par contre, les gens me racontent. Ils me racontent l'impact. Là, je rentre d'Alaska, j'ai rencontré les populations Yupik, c'est assez rare dans les îles Aléoutiennes. Ils me racontent ce qui se passe par rapport à la banquise qui disparaît. Année après année, etc. Ils me racontent leurs problématiques, mais
Mais moi, je tiens à le dire, c'est quand même, moi, je suis très optimiste. Parce que je suis très optimiste par rapport à tout ça, parce que j'ai rencontré des gens heureux de vivre là où ils sont, heureux d'être ce qu'ils sont. Et je crois que, voilà, et je reparle toujours du rêve, parce que ce sont des gens qui finalement ont un rapport avec le cosmos et avec le monde invisible, et donc avec le rêve. Et je crois que c'est ce qui va permettre justement de tous avancer. Merci beaucoup Thierry Suzan, merci infiniment. Vertige polaire aux éditions de La Martinière. Allez-y, un livre magnifique, des photos magnifiques. Voilà pour Vue la planète, merci encore à vous. Et tout de suite, c'est un nouveau journal sur LCI.